Je pense que c'est une bonne chose. Enfin, il y a eu des périodes, vous savez, comme lors de la séparation des Beatles, où nous n'étions pas très proches, donc on ne pouvait rien faire de tel. Dans une récente interview accordée au Guardian, Paul McCartney a stupéfié le monde entier en révélant sans détour la liste des femmes qu'il disait ne jamais pouvoir pardonner. À 83 ans, au lieu de fuir le passé comme il le faisait souvent, la légende des Beatles a évoqué avec sérénité les blessures qui ont marqué sa vie. L'une d'elles avait répandu des rumeurs d'infidélité, provoquant la rupture de ses fiançailles juste avant le mariage. Une autre l'avait conduit à entretenir une liaison avec un membre du groupe, brisant ainsi une amitié de longue date. Et l'une d'elles, selon lui, était la principale raison de la séparation des Beatles, mettant fin à un âge d'or de la musique mondiale. Alors, qui étaient ces femmes? Et parmi elles, laquelle a le plus profondément marqué Paul McCartney? 1. Yoko Ono, l'intruse, la raison de la séparation des Beatles. Londres, printemps 1966. Alors que les Beatles étaient encore le plus grand groupe de la planète, John Lennon rencontra par hasard une femme qui allait changer à jamais l'histoire de la musique. Ce soir-là, à la galerie Indica, une artiste japonaise menue préparait son exposition atypique. Elle s'appelait Yoko Ono. Yoko était une artiste d'avant-garde connue pour ses performances controversées. Dans l'une d'elles, intitulée Cut Piece, elle restait assise immobile sur scène et laissait le public découper ses vêtements. John Lennon, déjà lassé de son image de garçon sage, fut immédiatement séduit par son audace. En quelques semaines, ils échangeaient des lettres, discutant d'art, de philosophie et même de rêves. Quant à Paul McCartney, au début, il la prenait pour une amie un peu excentrique de John, ignorant tout de la tempête qui se préparait. 2 ans plus tard, en 1968, Yoko commença à se produire au studio Abbey Road. Les Beatles avaient une règle tacite. Seuls les 4 membres et le producteur George Martin étaient autorisés à assister aux séances d'enregistrement. Mais Yoko a enfreint cette règle. Elle a apporté sa propre chaise, s'est assise juste à côté de John, l'interrompant parfois pour lui faire des suggestions sur le tempo ou la mélodie. Un technicien d'EMI se souvient. À chaque fois que Yoko ouvrait la bouche, Paul serrait les dents et un silence de mort s'abattait sur la pièce. L'atmosphère était tendue tout au long de l'enregistrement de l'album Blanc. George Harrison a quitté le studio en plein milieu d'une session. Ringo Starr a dit un jour, « Franchement, je me sentais comme une pièce de rechange. » Paul, perfectionniste et sensible, l'a pris comme une insulte. Je ne peux pas composer quand quelqu'un est assis à côté de moi et me fixe, comme s'il voulait me contrôler. Un jour, pendant l'enregistrement d'Oblada, Yoko a soudainement suggéré d'ajouter des percussions à l'aide d'une bassine en métal. Paul regarda John, John sourit, et George Martin s'éclipsa discrètement pour fumer. Personne ne protesta. Mais l'atmosphère était si pesante que personne n'osait respirer trop fort. De simple petit ami de John, Yoko devint rapidement le 5e Beatles. John arrivait en retard, partait tôt et passait le plus clair de son temps à écrire avec elle. Ils enregistrèrent même Unfinished Music 2 Virgins Together, avec une photo de couverture les montrant nus, ce qui obligea Amy à présenter des excuses publiques pour atteinte à la pudeur. Paul et les autres furent choqués, estimant que John n'était plus Lennon des Beatles. Le public britannique ne pouvait pas non plus l'accepter. Le Daily Mirror qualifiait Yoko de femme la plus détestée d'Angleterre, tandis que le New Musical Express ironisait. Quand les Beatles se taisent, la voix de Yoko résonne davantage. De son côté, Cynthia Lennon, l'épouse légitime de John, était anéantie. Elle a découvert que Yoko avait emménagé chez elle à Kenwood quelques jours seulement avant de recevoir les papiers du divorce. Paul a déclaré plus tard, « J'avais de la peine pour Cynthia, mais John appartenait déjà à sa nouvelle compagne. » La tension était à son comble. Lors d'une réunion fin 1969, Paul proposa au groupe de repartir à zéro avec le projet Get Back pour retrouver leur âme. Mais John répondit froidement, « J'ai Yoko. Je n'ai plus besoin des Beatles. »
Le biographe Hunter Davies qualifia cet épisode de « coup de feu qui mit fin à la plus grande amitié de l'histoire du rock ». Pour Paul, ce n'était pas seulement une affaire personnelle. Il pensait que Yoko influençait John, même en matière financière. Lorsque Apple Corps a traversé une crise, Paul a souhaité que Lee Eastman, le père de Linda Eastman, qui deviendra plus tard son épouse, en devienne le directeur. Mais John, sous l'influence de Yoko, choisit Alan Klein, surnommé le renard de l'industrie musicale. Cette décision divisa le groupe et entraîna des procès tout au long des années 1970. Lorsque les Beatles se séparèrent officiellement, le conflit s'étendit à la musique. En 1971, Paul sort l'album Rum, dont le titre Too Many People contient des pics voilés à l'encontre de John et Yoko. « Tu as gâché ta chance », dit-il. John réplique avec « How do you sleep ?» une attaque directe. La seule chose que tu avais faite, c'était hier. Et depuis ton départ, tu n'es plus qu'un jour comme les autres. George Harrison a joué de la guitare sur ce morceau, laissant Paul avec un sentiment de trahison totale. La presse l'a surnommé « la guerre post-Beatles ». Les fans se divisèrent en deux camps. Certains soutenaient Paul, d'autres Yoko. De nombreux journalistes la surnommèrent « l'Ève qui a ruiné le paradis du rock ». Après la mort tragique de John en 1980, on pensait que Paul lui pardonnerait. Mais dans une interview accordée à Esquire en 1987, il a admis « Je ne me suis jamais senti à l'aise en présence de Yoko. Il y avait quelque chose chez elle qui me donnait l'impression d'être sous son emprise. » Cette déclaration a déclenché une véritable tempête médiatique. En 1990, lors de l'hommage rendu à Lennon à New York, le public remarqua que Paul n'avait jamais regardé Yoko, même lorsqu'ils se trouvaient sur la même scène. Un journaliste de la BBC écrivit « Ils sont apparus ensemble, mais comme s'ils venaient de deux mondes différents. » Le temps passa, mais Paul garda ses distances. Dans le podcast de 2023, McCartney, A Life in Lyrics, interrogé à nouveau sur le sujet, il soupira. « J'ai perdu ma meilleure amie. Je ne sais pas qui blâmer, mais tout a commencé quand elle est entrée dans le studio. » Cette phrase fut perçue comme son aveu le plus amer sur le passé. Pendant plus d'un demi-siècle, malgré la création de chansons immortelles avec John, Paul n'a jamais pu accepter l'existence d'une troisième personne entre eux. Aujourd'hui, Yoko Ono a plus de 90 ans et vit paisiblement dans son appartement new-yorkais, se faisant rare en public. Paul continue de se produire en tournée mondiale, mais évite soigneusement de parler d'elle. « Je ne veux plus en parler », a-t-il déclaré sèchement lors d'une interview. Ces mots semblaient anodins, mais tout le monde comprenait. Cette blessure ne s'est jamais refermée. Pour beaucoup, Yoko n'était qu'une artiste anticonformiste. Mais pour Paul McCartney, elle symbolisait la perte d'une amie, d'un groupe et d'une partie de sa vie dorée. Et ce n'était que le début de ses malheurs. La femme suivante, Heather Mills, non seulement brisa le cœur de Paul, mais fit aussi de lui la risée du monde entier, le dernier Beatle de l'âge d'or. Heather Mills, l'épouse qui fit de Paul la risée du monde entier. C'est une situation assez étrange, je trouve, car soudain, pour la première fois de sa vie, on se retrouve à vivre une intimité très étroite avec quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment. L'été 1999, à l'hôtel Dorchester de Londres, une soirée caritative en apparence banale a bouleversé la vie de Paul McCartney. À l'époque, il traversait une période très sombre après le décès de Linda, son épouse depuis près de 30 ans, des suites d'un cancer. Paul s'était retiré de la vie publique, s'isolant dans sa ferme de Sussex et refusant les invitations à se produire en public. Il avait confié un jour au magazine Q « Je pensais que je n'aimerais plus jamais ». Puis, sous les projecteurs et les applaudissements, une femme blonde et mince s'est approchée de lui, boitant légèrement à cause d'une prothèse de jambe brillante. Il s'agissait de Heather Mills, un mannequin britannique réputé pour sa force de caractère après un accident de moto en 1993 qui lui avait coûté une partie de la jambe. Avec assurance et une voix persuasive, Heather a facilement conquis le cœur de Paul. « Elle m'a fait sentir que la vie était encore belle », a-t-il déclaré plus tard dans une interview.
Quelques mois plus tard, Heather emménagea avec lui à Londres. La presse parla d'une idylle digne d'un conte de fées, celle du dernier Beatle, à croire encore en l'amour. Le 11 juin 2002, leur mariage fastueux eut lieu au château de Leslie, en Irlande. Feux d'artifice, musique en direct, invité de marque d'Elton John à Ringo Starr. La Grande-Bretagne avait les yeux rivés sur l'événement. Paul déclara « Je crois que Linda nous regarde d'en haut et qu'elle sourit. » Mais ce sourire s'effaça rapidement. Après leur mariage, Heather commença à contrôler presque tous les aspects de la vie de Paul. Elle s'immisçait dans son emploi du temps, ses entretiens, allant jusqu'à donner des instructions au personnel pour qu'il ne voie pas ses anciens amis. Un membre de l'équipe a confié au Telegraph qu'elle voulait être la responsable, la porte-parole et, en fin de compte, la décideuse. Paul, d'ordinaire calme, s'impatientait, mais à chaque fois qu'il résistait, Heather s'écriait en pleurant « Tu ne peux pas comprendre ce que j'ai vécu !» Entre 2003 et 2005, Heather était omniprésente à la télévision, partageant des anecdotes sur sa vie difficile avec une légende de la musique. Sur le plateau de GMTV, elle a admis que la vie avec une célébrité n'était pas de tout repos. Cela a alimenté les rumeurs de tension au sein de leur couple. Les sites tabloïds comme The Sun et le Daily Mirror se sont délectés des histoires de conflits entre Heather et l'équipe de Paul ou de ses exigences qu'il mette fin aux tournées pour se consacrer à sa famille. En 2006, Heather a officiellement demandé le divorce, invoquant des différends irréconciliables, mais le public a qualifié ce divorce de « divorce en or ». Heather réclamait 250 millions de dollars, une somme astronomique, même pour un Beatle. Le Royaume-Uni a suivi de près le procès qui s'est tenu à la Cour royale de justice, où des dizaines de journalistes ont campé pendant plusieurs jours. Lors de l'audience de février 2008, Heather s'est représentée elle-même et a témoigné pendant près de 2 heures, dénonçant le harcèlement, la diffamation et le traitement injuste dont elle a été victime. Sky News a retransmis l'audience en direct. Les téléspectateurs débattaient partout. Quand Paul a pris la parole, il a dit brièvement « Je veux juste que ça se termine ». Son silence était plus lourd que ses accusations. Le 17 mars 2008, le jugement est tombé. Heather n'a reçu que 24,3 millions de dollars, soit 10 fois moins que la somme qu'elle réclamait. Le juge Sir Hugh Bennett a écrit qu'elle était peu crédible, que ses propos étaient exagérés et qu'elle n'était pas fiable. Ces mots ont fait la une des journaux, ternissant son image. Pourtant, Heather n'a pas baissé les bras. À sa sortie du tribunal, elle a aspergé d'eau l'avocate de Paul, Fiona Shackleton, devant les caméras. L'incident a instantanément fait le tour du monde des comiques. Le Daily Mirror titrait « Serait-ce un jeu de mots sur laisser-faire » Paul est parti discrètement par une porte dérobée, déclarant à Reuters « Je suis content que ce soit enfin terminé ». Par la suite, Heather est apparue dans les émissions Larry King Live et ITV Tonight, révélant ce qu'elle a qualifié de côté sombre de Paul. Mais le public ne la croyait plus. Un sondage YouGov de 2008 a révélé que 74% des Britanniques pensaient que Heather ne recherchait que l'argent et la célébrité. Les médias américains ont ironisé. C'est le Kramer contre Kramer dans la vraie vie, sans les larmes. Paul garda le silence. Il ne porta pas plainte et n'exerça aucune représaille. Mais sa souffrance était palpable. Le commentateur Piers Morgan a déclaré que Paul McCartney avait dévoilé au monde sa plus grande vulnérabilité. De légende des Beatles, il est apparu comme un vieil homme dupé par une jeune femme. Pour Paul, le pire n'était pas la perte d'argent, mais le fait d'être devenu la risée du monde entier. Il a confié un jour à son ami Denny Lane « J'ai perdu plus que de l'argent, j'ai perdu la face ». Après le divorce, Heather a continué d'apparaître à la télévision, déclarant « J'aime toujours Paul, mais je ne pouvais plus vivre avec lui ». Paul n'a plus jamais prononcé son nom. Interrogé sur son second mariage, il esquissa un sourire narquois. Ce fut une leçon coûteuse. Aujourd'hui, Heather dirige une marque de produits alimentaires végétaliens au Royaume-Uni. Paul continue de tourner, de composer et d'élever leur fille Béatrice. Pourtant,
Chaque fois que l'on évoque son divorce coûteux, le mot « drame » reste associé à son nom. Ce mariage éclair lui a non seulement valu une image de sérénité, mais l'a aussi rendu méfiant envers les femmes par la suite. Mais avant Heather, il y avait une autre femme qui avait fait naître chez Paul un amour profond, teinté de regret, pendant des années. Celle qu'il appelait l'inspiration de toutes ses chansons d'amour. Ironie du sort, cet amour lui avait aussi valu d'être accusé publiquement d'instrumentaliser sa musique pour sa femme. Linda McCartney, la femme qui a ruiné la réputation musicale de Paul, au cœur du chaos de 1968, alors que les Beatles se désagrégeaient sous l'effet des conflits d'ego et de la présence de Yoko Ono. Paul McCartney rencontra Linda Eastman, une photographe américaine travaillant pour Rolling Stone. Leur première rencontre eut lieu au club Bag O' Nails à Londres. Hey! Paul était au piano. Linda, avec ses doux cheveux blonds et son Leica, a discrètement pris une photo et a souri. Elle n'a pas demandé d'autographe, ne s'est pas comportée comme une fan. Son naturel a immédiatement charmé Paul. À cet instant, j'ai su qu'elle était différente de toutes les autres, a-t-il confié plus tard. Leur idylle est arrivée comme une douce brise au milieu de la tempête. Pendant que les Beatles se disputaient, Paul a fui Londres pour se réfugier dans sa ferme en Écosse, où il vivait paisiblement avec Linda. « Je voulais juste échapper aux Beatles, échapper à tout », a-t-il déclaré dans le documentaire The McCartney Years. Linda, qui n'avait aucune connaissance musicale, est devenue son unique source de réconfort. En mars 1969, ils se marièrent à la mairie de Marylebone. John, George et Ringo étaient absents. La cérémonie fut intime, en présence de quelques proches seulement. En sortant de la mairie, Paul tenait la main de Linda à travers la foule de journalistes. Un reporter de la BBC lui demanda « Les Beatles, c'est fini ?» Il ne répondit pas, se contentant d'embrasser sa femme, affirmant que sa vie privée primait désormais sur la célébrité. Mais cet amour allait marquer le début de la période la plus tumultueuse de sa carrière. Après la séparation des Beatles en 1970, Paul sort l'album McCartney, où il joue de tous les instruments. Les critiques le jugent dépourvu de l'esprit des Beatles. Linda l'encourage à continuer, mais paradoxalement, elle l'expose aussi à des critiques encore plus acerbes. En 1971, Paul forma Wings et intégra Linda au groupe, lui confiant les chœurs et les claviers. La Grande-Bretagne fut stupéfaite. Melody Maker titra « McCartney engage sa femme. Génie ou folie ?» Nombreux furent ceux qui rirent, qualifiant Wings de groupe familial et Linda de jeune pianiste choyée par son mari. Un critique du NME a ironisé. Linda n'a jamais fait de fausses notes parce qu'elle ne jouait rien. Paul, lui, n'a pas baissé les bras. Il l'a entraînée sans relâche et l'a emmenée en tournée. Mais lors de leur tournée européenne de 1972, chaque fois que Linda chantait, le public la houait. À Göteborg, en Suède, la foule scandait « Rendez-nous les Beatles !» Paul continuait de jouer, tandis que Linda restait figée sous les projecteurs. Après le concert, Paul a fracassé la porte de sa loge en criant « On ne rit pas de Linda !» Malgré sa défense, les moqueries du public ont persisté. Après l'échec de Wildlife, Linda fut tenue pour responsable. Le Times qualifia l'expérience de raté de l'auteur de « Let It Be ». Furieux, Paul interdit le journal chez lui. Pourtant, la vérité demeurait. On pensait que Linda l'entraînait vers le bas. En 1973, ils se rendirent au Nigeria pour enregistrer l'album Band on the Run. Bien que leur maquette ait été volée, ils ont tout réenregistré. L'album est devenu le plus grand succès de Paul après les Beatles, remportant 3 Grammy Awards. Il a déclaré « Sans Linda, je n'aurais pas pu y arriver ». Mais le public y voyait le succès de Paul, pas celui des Wings, et certainement pas celui de Linda. Au milieu des années 70, Linda divisa les fans. Certains la félicitaient d'avoir su garder Paul les pieds sur terre. D'autres l'ont qualifié de femme qui a banalisé un grand Beatle. Au Madison Square Garden en 1976, lorsque Linda a raté son entrée dans Live and Let Die,
La foule l'a hué en criant « Descends de scène ». Paul s'est approché du micro. Que ceux qui sont venus ici pour la rabaisser essaient. Si. Le silence se fit dans la salle. Paul savait que son image légendaire s'estompait. Avec les Beatles, je faisais partie d'un mythe. Avec Wings, je n'étais qu'un homme défendant sa femme, a-t-il admis plus tard. En 1995, on a diagnostiqué un cancer du sein à Linda. Paul a interrompu toute activité professionnelle et l'a accompagné pour ses traitements, de la Mayo Clinic au Royal Marsden Hospital de Londres. Chaque matin, il l'emmenait en voiture à travers la campagne, essayant de la faire sourire. Mais son état s'est aggravé. Le 17 avril 1998, Linda est décédée dans leur ranch de Tucson, en Arizona. Paul était assis à son chevet, lui tenant la main, et jouait doucement « Let me roll it ». Le monde était en deuil, mais la presse restait partagée. Certains saluaient Linda comme la femme merveilleuse qui se cachait derrière le plus grand des Beatles, tandis que d'autres écrivaient « Maintenant, Paul peut de nouveau faire de la vraie musique. » Ces mots l'ont blessé plus que tout. Lors d'une brève interview après les funérailles, il a simplement déclaré « Linda a toujours cru que j'étais meilleur que les Beatles. Je n'avais juste jamais réalisé que cette conviction la faisait souffrir. » Des années plus tard, dans le documentaire Wingspan de 2001, Paul a pleuré en regardant des images de Linda Way. Avant, je la tenais responsable d'avoir ruiné ma réputation. Maintenant, je ne m'en veux qu'à moi-même de ne pas m'être excusé plus tôt, a-t-il déclaré. Linda était partie, mais le débat persistait. Pour les fans des Beatles, elle avait sauvé Paul. Pour les critiques, elle avait irrémédiablement ruiné la réputation musicale de McCartney. Pour Paul, elle fut d'un amour à la fois salvateur et meurtri. Après la mort de Linda, Paul se referma sur lui-même pendant 4 ans, jusqu'à l'arrivée d'une autre femme qui apporta son lot de flash, de scandales et le divorce le plus coûteux du show business britannique. Cette fois, le monde ne vit plus le Beatle doux et tendre, mais un homme las, sur la défensive et fragile. Ou encore Jane Asher, la muse devenue celle qui l'a trahi, faisant passer Paul pour un infidèle. En 1963, alors que les Beatles étaient au sommet de leur gloire, Paul McCartney rencontra Jane Asher, une actrice de 17 ans à la chevelure russe flamboyante, symbole de l'élégance anglaise. La rencontre eut lieu dans les studios de la BBC où Jane était venue interviewer le groupe pour Radio Times. Paul jouait du piano lorsqu'il la vit entrer, comme il le raconta plus tard dans ses mémoires, dans de nombreuses années. Il sut qu'il était perdu. Jane était différente de toutes les femmes qu'il avait connues. Intelligente, cultivée, passionnée d'art et de théâtre, elle l'arracha au tumulte de Liverpool pour l'introduire dans l'atmosphère raffinée de Londres, peuplée de musique classique, de poèmes de Dylan Thomas, de pièces de Beckett et de soirées littéraires. La famille Asher accueillit Paul chez elle, au 57 Wimpole Street, et c'est dans cette petite chambre mansardée qu'il écrivit « Yesterday, and I love her, and we can work it out ». Ils devinrent rapidement le couple star britannique. La presse salua Jane comme la muse de la nation et Paul comme l'amant idéal. À chaque fois qu'ils se tenaient la main en public, des milliers de fans hurlaient. Tous pensaient que c'était le dénouement idéal pour un Beatle romantique. À Noël 1967, Paul demanda Jane en mariage avec une bague en rubis dans un restaurant de Soho, et la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre en Grande-Bretagne. La BBC l'a annoncé, et les fans ont envoyé des cadeaux de félicitations directement à Abbey Road. Mais alors que le monde attendait un mariage de conte de fées, des tensions étaient déjà apparues. Après un voyage d'enregistrement aux États-Unis, Paul s'est éloigné. Il était souvent absent, absorbé par des fêtes qui duraient toute la nuit avec le milieu artistique new-yorkais. Jane, toujours discrète, préférait le silence, jusqu'à l'été 1968, où elle rentra inopinément à Londres après une pièce de Shakespeare à Bristol. Les lumières étaient encore allumées à Cavendish Avenue, mais lorsqu'elle ouvrit la porte, Jane se figea.
Paul McCartney était assis avec une inconnue aux cheveux noirs, la pièce jonchée de verres à vin et de partitions. Cette inconnue était Francie Schwartz, une écrivaine américaine fraîchement arrivée à Londres pour travailler chez Apple Records. Jane n'avait pas besoin d'explication. Elle s'est simplement retournée, est sortie et n'est jamais revenue. Plus tard, elle a dit brièvement « Chaque femme sait quand elle a été trahie ». La nouvelle fit grand bruit dès le lendemain. Le Daily Mirror titrait « Jane Asher quitte son fiancé des Beatles après l'avoir surpris avec une autre ». Le pays tout entier était sous le choc. Le lendemain, Jane est apparue dans l'émission D-Time de la BBC et a déclaré calmement « Je ne suis plus fiancée à Paul McCartney ». Cette seule phrase a suffi à anéantir l'image de gendre idéal que Paul s'était forgé pendant des années. Il est resté silencieux. Paul disparut de la vie publique pendant des mois, puis réapparut avec Francie Schwartz au siège d'Apple Corps. La presse cria « Beatles sans cœur », tandis que les fans de Jane envoyaient furieusement des lettres anonymes de condamnation. On pouvait y lire « Tu as brisé le plus beau rêve de l'Angleterre ». Sensible à l'opinion publique, Paul se sentait comme sur un banc des accusés. Dès lors, l'étiquette d'homme infidèle lui colla à la peau pendant des années. Même lorsqu'il tenta de se racheter par la musique, le public continua de le percevoir à travers le prisme du scandale. Le biographe Hunter Davies a écrit « Paul n'a pas seulement perdu une femme, il a perdu le rôle du jeune homme, digne de confiance que toute la nation avait autrefois adoré. » Ironie du sort, les plus belles chansons de rupture de Paul sont nées de cette histoire d'amour. Pour aucun des artistes de l'album Revolver, 1966 marque des adieux déchirants. « Le jour se lève, l'esprit lourd. Vous réalisez que toutes ces paroles bienveillantes, persistantes, tous les fans savaient que c'était Jane. Même « We Can Work It Out », écrite après une de leurs disputes concernant leur emploi du temps, est considérée comme une forme d'excuse musicale. Mais la musique n'a pas pu sauver leur amour. Après leur rupture, Jane s'est consacrée au théâtre, jouant dans Le Conte d'hiver et Deep End, devenant une figure emblématique des femmes indépendantes des années 1970. Interrogée sur Paul, elle a simplement répondu « Je l'ai connu, mais c'était quelqu'un d'autre ». Paul, quant à lui, a évité toute question concernant Jane pendant des décennies. Ses amis disaient qu'il se sentait vulnérable car Jane avait choisi de se séparer publiquement. Dans une rare interview de 1984, il a admis « Elle n'avait pas besoin d'en dire plus. Une seule phrase et le monde entier m'a tourné le dos. Le temps a passé, mais l'amertume est restée. » En 2017, lors de la rediffusion par la BBC de l'enregistrement D-Time pour une émission spéciale anniversaire des Beatles, Paul a discrètement quitté les coulisses. Un membre de l'équipe se souvient. Il a souri, mais son regard s'est figé, comme si une vieille blessure venait de se rouvrir. Aujourd'hui, Jane Asher est une actrice reconnue qui vit paisiblement avec son mari, le réalisateur Gerald Scarfe. Malgré des centaines de chansons intemporelles, Paul McCartney traîne encore l'étiquette de celui qui a trahi la gentille fille. Parmi les femmes qui ont suivi, certaines ont non seulement semé la confusion chez Paul, mais ont aussi plongé l'image des Beatles dans un tourbillon d'envie et de rumeurs. 5. Cynthia Lennon, son ancienne belle-sœur qui s'est retournée contre lui, l'entraînant dans le scandale familial des Lennon. Tout au long des années 1960, tandis que des millions de jeunes filles à travers le monde rêvaient d'être Madame Lennon, Cynthia Powell Lennon vivait ce rêve, mais d'une manière bien moins idyllique. Elle épousa John Lennon en 1962, alors que les Beatles n'étaient encore qu'un groupe de bars à Liverpool, se produisant dans des clubs enfumés de Hambourg. Dans ses mémoires, A Twist of Lennon, Cynthia écrit « Nous vivions de nouilles instantanées et John n'avait que 2 chemises. » Après le succès des Beatles, Cynthia resta à la maison pour s'occuper de leur fils Julian, tandis que John parcourait le monde avec Paul, George et Ringo, enchaînant les nuits blanches, les fêtes et les aventures. Parmi eux, seul Paul McCartney traitait Cynthia avec respect. Il venait souvent rendre visite aux Lennon à Weybridge, jouait avec Julian et lui offrait des cadeaux de Noël.
Après l'échec du mariage de Lennon, Paul écrivit « Hey Jude » pour Julian, un geste qui convainquit beaucoup de gens qu'il était le Beatle bienveillant. Mais cette histoire devint plus tard son plus grand sujet de discorde. Tout s'effondra en mai 1968. Cynthia est rentrée de Grèce et a trouvé John et Yoko Ono dans le salon. J'ai tout de suite compris, ils n'avaient pas besoin de parler. Se souvient-elle dans ses mémoires, John, paru en 2005. Quelques jours plus tard, John quittait la maison et officialisait sa relation avec Yoko. Les Beatles, jadis 4 frères, se séparèrent. 13. Paul tenta de garder son calme. George choisit le silence et John rompit tout contact. Leur divorce, plus tard dans l'année, fit la une des journaux. Le Daily Mail a qualifié Cynthia de femme abandonnée lors de la tempête médiatique autour des Beatles. Le public a éprouvé de la sympathie pour elle, tandis que Yoko était perçue comme l'intruse. Paul est resté respectueux envers son ancienne belle-sœur. Mais cette relation apaisée a basculé une décennie plus tard, lorsque Cynthia a commencé à révéler la vérité à sa manière. En 1978, elle a publié « A Twist of Lennon », où elle décrivait Paul comme obsédé par le contrôle de sa musique, se disputant fréquemment avec John et d'une froideur inouïe lors de l'éclatement de la famille Lennon. Elle a écrit « Paul est arrivé après le départ de John, a prononcé quelques mots de réconfort, puis a disparu. La musique lui importait plus qu'aux gens. » Lorsque le Guardian a publié ces propos, cela a provoqué un véritable scandale. Paul, autrefois perçu comme le Beatle au cœur tendre, se retrouva soudainement sous le feu des critiques. Dans une interview accordée à Rolling Stone en 1979, il répondit sans embâche « Je pense qu'elle essaie juste de vendre des livres. » Cette remarque indigna le public, qui eut l'impression que Paul se moquait d'une femme qui avait souffert. Dès lors, Paul fut catalogué comme insensible. Un critique du New Musical Express écrivit « Cynthia ait peut-être dit tout haut ce que tout le monde pensait, à savoir que Paul se soucie de la musique, pas des gens. » Paul confia amèrement à ses amis « Je n'ai jamais voulu être mêlé à cette histoire, mais elle m'a fait passer pour le méchant. » En 2005, Cynthia publia un autre récit autobiographique intitulé « John », révélant que, durant les derniers jours des Beatles, Paul était venu à Apple Corp et avait dit sans embâche à John « Arrête avec Yoko, elle va tout détruire. » Cynthia écrivit « Je savais que Paul avait raison, mais John ne lui pardonnerait jamais. » Lorsque le Times republia cet article, les fans des Beatles se divisèrent. La moitié soutenait Cynthia, l'autre moitié l'accusait d'exploiter des souvenirs pour vendre des livres. Paul est resté silencieux, sauf une fois, déclarant au Télégraphe « Je n'ai rien contre elle, mais je n'apprécie pas qu'elle utilise le nom de Lennon pour raconter des histoires sans rapport. » Un membre de son équipe a confié qu'à chaque nouvelle parution de mémoire, Paul se mettait en colère. Il a toujours voulu vivre comme si l'histoire des Beatles était terminée, mais Cynthia ne l'a jamais permis. Pour Paul, la plus grande frustration n'était pas la critique, mais d'être mêlé à la tragédie d'autrui. Bien que Hey Jude ait été écrite pour Julian, on disait qu'il ne savait qu'écrire des chansons, incapable d'apporter une aide concrète. Son image de Beatle bienveillant s'est muée en celle d'un hypocrite. Lorsque Cynthia Lennon est décédée en 2015 à Majorque, en Espagne, Paul a publié un bref message sur Twitter. « C'était une bonne personne. Je me souviendrai toujours de vous. Pas de fleurs, pas de discours, pas d'adieu. » Mais ceux qui connaissaient les Beatles ont compris. Derrière ces mots glaciaux se cachait un souvenir confus, celui de John, de Yoko, d'une amitié brisée par les femmes qui s'étaient interposées entre eux. Chaque fois que le nom de Cynthia apparaissait, Paul devait affronter un passé qu'il aurait voulu oublier. Un passé de confiance trahie, d'amitié perdue et de cette pensée obsédante. Chaque tragédie des Beatles avait commencé et s'était terminée par l'amour. Mais si Cynthia a ravivé les blessures de l'amitié, la femme suivante, Pattie Boyd, a contraint Paul à affronter une autre forme de trahison, la trahison de la passion.
lorsque l'amour et la loyauté ont été mises à l'épreuve parmi les hommes les plus célèbres d'Angleterre. 6. Patty Boyd, la beauté qui a alimenté les rumeurs de trahison au sein des Beatles. En 1964, alors que la Beatlemania déferlait sur le monde, George Harrison a fait ses débuts sur le tournage de A Hard Day's Night. Parmi les dizaines de jeunes femmes choisies pour jouer les amies, l'une d'elles se distinguait, Patty Boyd, blonde aux yeux bleus, avec un sourire éclatant. George la regarda et lui dit « Tu dînes avec moi, n'est-ce pas, Patty rit. Non, j'ai déjà un petit ami. » Mais bientôt, elle rompit, et le conte de fées entre le Beatle discret et la muse du swinging London commença. Ils se marièrent en 1966 à la mairie d'Epsom lors d'une cérémonie intime. Paul McCartney était le témoin, se tenant fièrement aux côtés de George, comme pour sceller une amitié. À cette époque, Paul écrivit « Here, There and Everywhere », une ballade si romantique que beaucoup crurent qu'il chantait à propos de lui-même. Derrière cette apparente sérénité, les Beatles se fissuraient. George se plongea dans la méditation et la musique indienne, tandis que Patty, la femme la plus éblouissante du rock, devint le centre névralgique de Londres. Vogue la qualifia de muse de la génération rock. Chaque photo, chaque sourire faisait la une des journaux. Puis arriva Eric Clapton, génie de la guitare et ami de George. Il tomba amoureux de Patty au premier regard, en 1970. Clapton écrivit Layla. Une chanson d'amour désespérée perçue comme une lettre jamais envoyée à Patty. Lorsqu'il se confia à George, celui-ci se contenta de sourire, de lui resservir du thé et de lui dire « Bois, mon pote ». Ce moment surréaliste entra dans la légende, mais les rumeurs commencèrent à circuler. Des journaux britanniques comme Melody Maker et The Times ont écrit « La séparation des Beatles n'est pas uniquement due à Yoko, mais aussi aux femmes nommées Boyd. » Bientôt, Paul McCartney fut entraîné dans la tourmente. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il aurait eu un faible pour Patty Boyd lors du tournage de Help en 1965. Un journaliste du NME affirmait que Paul arrivait souvent en avance sur le plateau pour discuter avec Patty avant George. Aucune preuve n'existait, mais à mesure que les Beatles se séparaient, les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. Le Daily Mirror titrait « Une Patty, deux légendes ». Le Sun plaisantait « George et Patty, Eric à Layla et Paul ». Ces mots ont rendu Paul furieux. Lors d'une interview en 1973, taquiné sur la muse des Beatles, il a rétorqué « Je n'écris pas de chansons pour la femme d'un autre ». Mais cette remarque a été déformée et a donné lieu au titre « Paul McCartney dément toute liaison avec Patty Boyd », alimentant ainsi la rumeur. Paul était furieux, non seulement d'être associé à George et Patty dans une histoire d'amour, mais aussi d'être relégué au second plan dans leur histoire, deux personnes qu'il considérait autrefois comme sa famille. Il a déclaré au magazine Q « Un seul regard de leur part, et on pourrait en faire tout un roman ». Ce qui le blessait le plus, c'était que Patty soit devenue le symbole des femmes qui divisaient les Beatles. À ses yeux, elle incarnait tous les malentendus et les failles irrémédiables. Lorsque Patty et George divorcèrent en 1977 et qu'elle épousa Eric Clapton 2 ans plus tard, la Grande-Bretagne s'enflamma. La presse titra « La scandaleuse histoire d'amour du rock des années 70 ». Paul resta silencieux, pas de présence, pas de félicitations. Un membre de l'équipage se souvient qu'il avait simplement dit « Je ne veux plus entendre parler d'elle ». Même des décennies plus tard, le nom de Patty Boyd agaçait Paul. À chaque publication de ses mémoires, The Wonderful Tonight en 2007 à My Life in Pictures en 2022, des journaux comme le Daily Telegraph ou The Guardian ont ressorti de vieilles rumeurs, associant systématiquement le nom de Paul à leur titre. Un article de 2007 ironisait « McCartney est le seul à ne pas avoir aimé Patty, mais celui qui en a été le plus hanté. » Paul, quant à elle, parlait rarement d'elle.
Lors d'un entretien avec Howard Stern en 2018, lorsqu'on lui a demandé si les Beatles avaient déjà été jaloux des femmes des uns et des autres, il a souri. Non, mais nous n'étions pas innocents non plus. Cette simple phrase a suffi à faire taire l'Assemblée et à alimenter les gros titres de la presse. Aujourd'hui, Pattie Boyd, septuagénaire, vit paisiblement dans le Surrey, tandis que Paul brille toujours sur scène sous les projecteurs. Pourtant, on dit que parfois, dans son regard, on perçoit encore une certaine prudence, comme s'il craignait qu'un simple regard, une rumeur, et le monde lui tourne à nouveau le dos. Car, tout au long de son parcours, Paul McCartney a appris que la musique rend immortel, mais que les femmes qui ont croisé son chemin, de Yoko à Linda, en passant par Jane et Pattie, ont été les notes silencieuses qui n'ont jamais laissé la légende s'éteindre. Et dans cette liste, certains noms font encore frémir Paul chaque fois qu'ils refont surface. L'un d'eux est Francie Schwartz, la femme qui a franchi le seuil de sa porte durant l'été 1968 et a brisé la plus belle idylle d'Angleterre en une seule nuit. 7. Francie Schwartz, la femme qui a brisé des fiançailles et fait passer Paul pour un traître. Été 1968. Alors que la Grande-Bretagne était encore en pleine Beatlemania, Paul McCartney semblait avoir tout pour être heureux. La gloire, la fortune et la fiancée idéale, Jane Asher. La parfaite jeune fille de bonne famille anglaise, comme on disait à l'époque. Mais le destin ne laissa rien présager. Quelques semaines plus tard, une inconnue venue de New York bouleversa sa vie. Il s'agissait de Francie Schwartz, une jeune écrivaine new-yorkaise de 23 ans, audacieuse, venue à Londres chercher du travail chez Apple Corps. Dans ses mémoires, Francie raconte sa première rencontre avec Paul dans les bureaux d'Apple à Savile Row. Je suis entré, il a levé les yeux, a souri et m'a demandé si j'aimais la musique. Always, oh oui, Cette question, en apparence anodine, a donné naissance à une liaison brève mais passionnée. Paul se sentait seul. Jane était en déplacement pour des tournages et il était épuisé par les tensions au sein du groupe et la pression médiatique constante. Francie, libre d'esprit et franche, apporta un vent de fraîcheur. Après seulement quelques rencontres, elle emménagea sur Cavendish Avenue, dans la maison légendaire où Paul avait jadis composé Yesterday et Hey Jude. Francie se souvenait. Paul restait éveillé jusqu'à l'aube à jouer de la guitare, puis composait des chansons dans la cuisine pendant que je préparais le café et que j'attendais. Mais cette attente fut de courte durée. Un matin de juillet 1968, Jane Asher rentra à Londres plus tôt que prévu après une pièce de théâtre à Bristol. L'opportunité se présenta. La musique s'échappait du salon. Elle entra et découvrit Paul et Francie dans une scène qui mit fin à tout. Sans un mot, Jane posa ses clés sur la table et sortit. 3 jours plus tard, elle était invitée à l'émission D-Time de la BBC. Interrogée sur le mariage, Jane a simplement déclaré « Paul et moi ne sommes plus fiancés ». Une seule phrase, mais suffisante pour choquer toute la Grande-Bretagne. Le Daily Mirror titrait « Jane Asher surprend Paul McCartney avec American Girl ». Du jour au lendemain, Paul, l'enfant chéri de la nation, devint le plus grand traître de l'histoire de la musique. Francie se retrouva soudainement sous les feux des projecteurs. Les journaux la surnommaient la New-Yorkaise qui avait brisé le rêve anglais. Les fans de Jane envoyèrent des lettres haineuses au siège d'Apple, tandis que Paul choisissait le silence. Un proche des Beatles confia à Melody Maker que Paul n'était pas en colère contre Jane, mais contre lui-même, et contre Francie pour ne pas avoir gardé le secret. On aurait pu croire que le scandale s'estomperait, mais en 1972, Francie publia ses mémoires « Body Count », relatant sa liaison avec Paul et décrivant même des moments intimes, ce qui déclencha une nouvelle tempête médiatique. Rolling Stone écrivit « McCartney se sentit trahi 2 fois, une fois en amour, une fois en réputation ». Paul était furieux, affirmant que c'était une trahison pire qu'une mauvaise chanson. Après cela, Francie disparut de Londres, tandis que Paul passait des années à redorer son image. Dans des interviews ultérieures, il évitait toujours de mentionner son nom. Mais un jour,
S'adressant au journaliste Anthony Dekertis, il soupira. « Sans Francie, j'aurais peut-être épousé Jane. Tout aurait été différent. » Cette phrase résumait toute l'amertume. Francie n'est restée que quelques mois dans la vie de Paul, mais elle y a laissé une cicatrice qui a duré des décennies. Grâce à elle, le public a découvert les Beatles non plus comme des idoles de la pop, mais comme des hommes capables de tomber amoureux. Alors que la Grande-Bretagne était encore sous le choc de l'histoire du Beatle infidèle, une autre rumeur traversa l'Atlantique et Hollywood au sujet d'une jeune actrice nommée Peggy Lipton, supposée être la nouvelle conquête de Paul McCartney. Bien que jamais prouvée, cette rumeur le rendit une fois de plus la cible des moqueries du monde entier. 8. Peggy Lipton, la rumeur hollywoodienne qui a transformé Paul en Beatle Playboy. Dans le monde glamour d'Hollywood, où chaque sourire peut faire la une des journaux et où un simple contact peut ruiner une carrière, Paul McCartney l'a appris à ses dépens. Une soirée, une photo, et voilà que le discret auteur-compositeur des Beatles se métamorphosait en playboy des plus séduisants. Tout commença au Beverly Hills Hotel, où Capitol Records organisait un gala pour accueillir les Beatles lors de leur tournée américaine. Au milieu de cette foule de célébrités, Paul fit la connaissance d'une jeune actrice blonde aux yeux profonds et au sourire ravageur. Peggy Lipton, étoile montante du groupe Mod Squad. Elle incarnait la beauté américaine moderne, un mélange de charme innocent typique de Los Angeles et d'assurance à l'écran. Paul et Peggy n'ont discuté que quelques minutes de musique, de Californie et des films sur lesquels elle travaillait. Mais lorsqu'un photographe a immortalisé l'instant où Peggy s'est penchée en riant, sa main effleurant l'épaule de Paul, la situation a dégénéré. Le lendemain matin, le Los Angeles Times titrait en une « Beatle Paul trouve l'amour à Hollywood ». Dès lors, la rumeur se répandit comme une traînée de poudre. Le New York Post affirmait qu'ils avaient dîné ensemble au Factory Club, tandis que le Daily Mirror prétendait les avoir vus se promener main dans la main sur la plage de Santa Monica. Tout cela reposait sur quelques photos floues et les dires d'un employé d'hôtel anonyme. À l'époque, Paul entretenait une relation sérieuse avec Jane Asher, celle que le public considérait comme la fiancée d'England. La rumeur concernant Peggy le faisait passer non seulement pour infidèle, mais brisait aussi l'image de Beatle qu'il avait cultivée pendant des années. Sur le plateau du Tonight Show de Johnny Carson, interrogé sans détour sur sa relation avec Peggy Lipton, Paul a esquissé un sourire forcé. « Nous sommes juste amis. Je ne me souviens même plus de quoi nous avons parlé. » Mais il était trop tard pour nier. La presse tenait déjà l'histoire qu'elle voulait. Peggy garda le silence, et c'est ce silence qui blessa le plus. Un journaliste de Variety écrivit « Si elle ne le nie pas, c'est qu'il y a forcément quelque chose. » Cette simple phrase fut reproduite dans des dizaines de journaux européens, et en quelques jours, le surnom de Beatle Playboy colla à Paul. Furieux, il téléphona à son manager, Brian Epstein. « Comment les empêcher d'écrire ces inepties ?» Epstein se contenta de soupirer. « Tu es à Hollywood, Paul. Ici, le silence vaut aveu. » À la sortie de Rubber Soul, album phare des Beatles, Paul se sentit malgré tout affecté par le titre du magazine Life. De Beatle et Playboy? Dans le journal de son ami Derek Taylor, on pouvait lire « Paul n'a rien dit. It's us. Hey. » Il répétait sans cesse « Une seule photo. » Et tout ce que j'ai construit s'est effondré. La rumeur persistait. Chaque fois que Peggy était vue avec quelqu'un d'autre, Elvis Presley, Quincy Jones, la presse ressortait cette brève liaison avec McCartney. Pendant des années, Paul a dû vivre avec une étiquette qu'il n'avait jamais choisie. Dans une interview accordée à David Frost en 1971, interrogé sur ses liaisons à Hollywood, Paul a répondu sèchement. Certaines personnes n'ont qu'à se taire pour vous ruiner. Tout le monde savait qu'il parlait de Peggy. Le scandale a même poussé certains annonceurs à suspendre leur contrat, car le Beatle Playboy ne correspondait plus à l'image familiale véhiculée par la société. Ce n'est qu'après son mariage avec Linda Eastman en 1969 que le public a commencé à lui pardonner, y voyant un signe de maturité.
mais au fond de lui, Paul n'a jamais oublié. Des années plus tard, interrogé à ce sujet en coulisses à New York, il répondit simplement « Je n'en veux pas à Peggy, mais je n'oublierai jamais. » Le temps passa. Peggy Lipton connut un plus grand succès avec Twin Peaks. Paul continuait d'écrire, de se produire sur scène et d'éviter soigneusement Hollywood, comme s'il craignait d'être à nouveau incompris. Pourtant, alors que tous le croyaient hors d'état de nuire, un autre nom venu de France raviva la polémique. Françoise Hardy, incarnation même de l'élégance et du mystère européen qui avait jadis fasciné les Beatles. Françoise Hardy, l'icône française qui a entraîné Paul dans une histoire d'amour inventée de toutes pièces. Au milieu des années 60, tandis que les Beatles conquéraient le monde, la France avait sa propre déesse. Françoise Hardy, icône pop parisienne par excellence, elle incarnait à la perfection la voix grave et mélancolique, le regard froid, les cheveux châtains tombant doucement sur ses joues et une prestance qui faisait perdre la tête à tous les Parisiens. Hardy incarnait un autre type de charme, non pas exubérant comme Brigitte Bardot, mais subtil, discret et distant. Puis, en pleine Beatlemania, les deux légendes se croisèrent. En janvier 1964, les Beatles donnèrent leur premier concert parisien au Théâtre Olympia. La salle était comble. Françoise Hardy était assise au premier rang, vêtue d'une simple robe grise, les yeux rivés sur la scène. Paul l'aperçut sous les projecteurs et se souvint plus tard. « Je n'arrivais pas à croire qu'elle soit vraiment venue nous voir. Il a venu pour essayer d'aide. » Après le spectacle, Paul demanda à Brian Epstein d'inviter Hardy en coulisses. Une photo immortalisa ce moment précis. Paul et Hardy côte à côte, souriant timidement. Personne ne s'attendait à ce que cette photo donne naissance à une rumeur qui durerait un demi-siècle. Le lendemain matin, Françoise s'écria « Le Beatle et la Muse de Paris, Paul McCartney, charmant, Françoise Hardy, Beatle Paul Charms, la Muse de Paris. » La presse française s'empara de l'histoire. Le héros de Liverpool conquit le cœur des Français. La presse britannique s'est rapidement emparée de l'information, plongeant Paul dans la gêne et la colère. Quelques jours plus tard, lors d'une interview accordée au NME interrogé sur la rumeur, Paul a tenu à préciser « Je ne l'ai rencontré qu'une seule fois, pas de rendez-vous, rien du tout. » Mais ces explications n'ont guère suffi à calmer le déferlement médiatique. À chaque tournée des Beatles en France, les photographes le traquaient, espérant immortaliser leur seconde rencontre secrète. La rumeur persistait. À la sortie de la maison E.G. Grand en 1966, un critique du Figaro écrivait « Sa voix mélancolique semble née d'un amour impossible pour un Beatle anglais. » Cette phrase rendit Paul fou de rage. Dans une lettre à son ami Derek Taylor, il écrivit « Je n'ai jamais aimé Françoise Hardy, mais il semble que toute la France pense le contraire. » Ce qui l'exaspérait encore davantage, c'était que Françoise Hardy ne l'ait jamais nié. Elle n'a pas confirmé, mais elle ne l'a pas infirmé non plus. Dans une interview accordée au Monde en 1969, interrogé sur Paul, Hardy s'est contenté de sourire. « Il est charmant. Oh, pas miss. Oh, payez pas. » Une simple phrase suffit à enflammer la presse. Dès lors, chaque sortie d'album ou apparition publique des Hardy ramenait Paul sur le devant de la scène. En 1971, Paris Match les qualifia même de romance inachevée, la plus célèbre d'Europe. Les talk shows américains ont également relayé la rumeur. Dans le Tonight Show, on a demandé à Paul « Est-il vrai que vous avez été éconduit par la muse de la France ?» Il a esquissé un sourire gêné et a changé de sujet. Au fond de lui, il détestait que cette rumeur le transforme en personnage secondaire d'un roman d'amour qu'il n'avait jamais écrit. Les Beatles avaient déjà été accusés d'être des hommes sous l'emprise des femmes. Yoko sémente la discorde entre John et Patty, tourmentant George. Et voilà que Paul se retrouvait au cœur d'une nouvelle saga montée de toutes pièces. Dans une interview accordée à BBC Radio en 1974, il déclara sans embâche « Je respecte Françoise, mais j'en ai assez qu'on invente une histoire d'amour entre nous. »
Des décennies plus tard, à la parution des Mémoires de Hardy, Le désespoir des singes, 2008, les fans des Beatles attendaient avec impatience de voir si elle évoquerait Paul. Elle l'a fait en une seule phrase. Un soir à Paris, j'ai rencontré Paul McCartney. Nous avons parlé de musique et il était plus poli que tout ce que la presse a jamais écrit. Une phrase aussi légère que l'air, mais suffisante pour relancer les gros titres à travers l'Europe. Pour Paul, ce n'était plus une simple rumeur, mais une cicatrice laissée par les médias. La preuve qu'un regard, une photo, pouvait bouleverser la vie d'un artiste. Lors de sa tournée Out There en 2013, il confia en coulisses: « Le pire, c'est quand les gens écrivent sur vous sur un ton romantique, quand vous ne voyez que des problèmes. » L'affaire Françoise Hardy s'est conclue comme une ballade sans parole, racontée uniquement par les journalistes. Mais pour Paul McCartney, ce fut un dernier appel. Dans le monde de la célébrité, c'est tenté. Boy, ce sont parfois les choses qui n'ont jamais eu lieu qui blessent le plus longtemps. Ainsi, après des décennies de silence, Paul McCartney a enfin dévoilé les aspects cachés d'une vie qui semblait idyllique. Derrière ces chansons d'amour intemporel se cachent des cicatrices jamais guéries, des femmes qui ont apporté amour, trahison et une douleur silencieuse qui a duré un demi-siècle. Ce sont peut-être précisément ces tragédies qui permettent à sa musique de toucher des millions de cœurs à travers le monde. Et vous, quelle femme, selon vous, a le plus profondément blessé Paul McCartney? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos révélations sur les coulisses du monde de la musique et des légendes d'Hollywood.